Et de retour, Boken Geek, avec moi-même, Axel Douglas. Et je suis accompagné de Stéphanie Le Chevalier, mangaka française. Voilà, on va te laisser un petit peu te présenter. Est-ce que éventuellement, donc pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te faire une petite présentation de ta personne, de ce que tu fais, de ce que tu proposes? On a aussi, alors je ne sais pas si au niveau de la régie, on va pouvoir le voir correctement. On a donc le manga que tu nous as ramené, H, que tu présentes aujourd'hui à Boken Geek. Je te laisse te présenter. Donc, alors on va faire une longue présentation. Allez, on a le temps. Alors moi je viens de loin, je viens de très loin, donc au tout commencement avant que j'étais autrice, j'ai fait un bac pro animalerie, donc TCVA, donc technicienne conseil vente en animalerie, que j'ai pas aimé du tout. Pour moi j'ai appelé plutôt ça le bac pro maltraitance animale, mais ah oui. Parenthèse fermée. J'en ai vu des choses. Et à la fin de ce bac, donc en même temps, entre-temps, pour payer mes études, j'étais femme de chambre pendant 7 ans. Donc encore une fois, rien à voir avec mon domaine actuel. Et à la sortie de mon bac, je me sentais pas à vendre des animaux. Enfin, c'était pas moi. Je me projetais pas du tout là-dedans. Et moi, ce qui me faisait kiffer, c'était le dessin. Là où vraiment je me retrouvais, et je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien, bah, j'ai envie d'en faire un métier, mon métier. Et je me suis renseignée autour de moi, voir s'il existait des écoles de manga. Donc à cette époque, je ne savais qu'il existait une à Angoulême. Donc je suis allée les voir, là, échange, machin, bidule, lors d'un festival d'Angoulême. Alors si je dis pas de bêtises, ça devait être en 2016. Oh, c'est tellement lointain. Allez, un petit coup de vieux là. Faut pas commencer à compter comme ça. Non, maintenant il faut arrêter, sinon on se fait du mal. Donc je crois que c'était en 2016 et lors de ce festival d'Angoulême, j'ai rencontré une autre école qui venait tout juste d'ouvrir et qui s'appelle l'EIMA, donc École internationale du manga et de l'animation. Et donc ils venaient tout juste d'ouvrir leurs portes et ils étaient super chaleureux, accueillants. J'ai fait un stage de sélection chez eux, j'ai été sélectionnée. J'étais vraiment le bêta crash test qui a plutôt bien fonctionné quand même. J'ai été édité. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai vachement progressé chez eux. Ils ont invité des éditeurs qui, à cette époque, étaient assez accessibles. Ils avaient du temps à cette époque, plus maintenant. Et du coup, j'ai pu rencontrer Ankama, qui est désormais la maison d'édition où on trouve Achise. Ah, Achise. Oui, j'ai pas voulu te corriger. Tu fais très bien de me le préciser, sinon je vais faire la faute tout le temps. Donc Achise. Faut penser à Achise Burger. Ah. Voilà, petit jeu de mots rigolo. Ok. Mais donc voilà, et du coup j'ai pu rencontrer Ankama et Kana. Donc qu'on a pas mal échangé. Ils ont vu mon potentiel graphique, scénaristique, etc. Ces deux maisons d'édition, je suis restée en contact avec eux un petit moment. Et du coup, je leur ai présenté Achise à ces deux éditeurs-là. Et ça a été que le meilleur gagne, parce que les deux ont été intéressés. Ah oui. Donc, j'aurais pu être édité chez l'éditeur qui republie Naruto. Mais j'ai choisi Ankama. Et ce choix, d'ailleurs c'est en fonction de qui c'est qui gagnait plus de points, en fait. C'est que ce soit le nombre de tomes que l'éditeur voulait. Ok. Le contrat. Bien évidemment, et les extras qu'il y a dans le contrat, donc ainsi de suite, que je ne peux pas trop donner de détails non plus. Sûr. Mais Ankama a gagné de très loin. Ah oui. De quand même très très loin. 2-3 tomes, eux, ils me proposaient 5, qu'à la base, j'avais pensé en 4. Et moi, on me dit un tome supplémentaire, c'est mieux sur une étagère. Moi, j'ai dit oui, un 6e, mais pas mal non plus. Petit message est passé. On ne sait pas si ça se fera. Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, tant pis. Mais on verra. Mais voilà. Et du coup, là, actuellement, je suis sur Achise, actuellement en train de faire le tome 3. Et le tome 1 a été publié cette année au mois de mai. D'accord. Ouais. Alors, j'aimerais bien revenir un petit peu sur ton parcours avant, voilà, et notamment sur ce métier de femme de chambre que tu as exercé. Donc, combien de temps déjà tu m'as dit ? Alors, femme de chambre, 7 ans. 7 ans, 7 ans à laver des chambres dans un hôtel Ibis. Ah, et donc du coup, alors cette expérience-là, ça t'a apporté quoi dans le dessin Est-ce que ça t'a apporté quelque chose ? Pas forcément à travers le dessin, mais à travers de ce que l'être humain est capable de faire. Ah oui, à ce point-là. Ouais. Sur l'être humain, on découvre des choses, mais même moi-même, ça m'a rendu un petit peu maniaque aussi de laver, etc. Ouais. Mais surtout d'apprendre à prendre soin des choses, d'entretenir, que ce soit de manière physique, mais aussi là-dedans. Il faut prendre soin des choses.
Et donc, j'ai un petit projet annexe que je reviendrai peut-être emmerder en Kama après Achise. Mais voilà, pour moi, et du coup, les ramoneurs en soi, c'est des gens qui entretiennent pour améliorer la vie des gens. En tout cas, dans ce projet-là, oui, ou même laver les cheminées, nettoyer pour éviter des potentiels incendies, ainsi de suite, etc. quoi. Donc, je reste toujours dans le domaine de la propreté. D'accord. C'est ce qui m'identifie. Donc, finalement, ça te suit encore un peu aujourd'hui. Oui, oui. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu Achise? Parce que là, tu nous as dit que c'était un ramoneur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, teaser un peu le projet? Je sais pas si on me voit sur la caméra. Bonjour. Je pense que si tu le reparles, ça va re-switcher. Bonjour, c'est moi. Voilà. Donc, Achise, qui est du coup un projet estimé en 5 tomes. Donc, on parle d'un univers un petit peu post-apocalyptique où il y a eu une catastrophe industrielle qui a plongé le monde sous la cendre. Et on va retrouver petit maestro, Ben, qui est du coup un jeune ramoneur. Et lors de sa première mission, le pauvre, il va être confronté à un monstre de cendre. La toute première apparition d'un monstre. Et Ben est un personnage qui est assez révolté, qui veut changer les choses dans un univers où si on bouge les choses, ça finit souvent mal. Et du coup, pour bouger les choses, il va devoir braver les interdits et quitter son secteur. Parce qu'on est dans une dystopie un petit peu comme Hunger Games, tout le monde est enfermé dans un secteur, etc., divisé pour mieux gouverner. Donc on retrouve beaucoup d'empreintes de Germinal, donc la lutte ouvrière et la lutte des classes, etc. Et plus il va en avoir des réponses en allant dans les autres secteurs, et puis il va se dire que c'est pas qu'un problème de monstre. D'accord. Ça va aller beaucoup plus loin. Donc on a un côté shonen, donc de l'action, de la bagarre, du dynamisme à travers, ils ont des grappins, donc un peu comme Attaque des Titans. Il y a des murs et des grappins. Je suis le SNK français, je me dis. C'est ça. Des murs. Je suis désolé, mur de Berlin, mur qui sépare les États-Unis et le Mexique, il n'y a pas mieux pour diviser un peuple. Exactement, en tout cas, c'est la belle représentation qu'on peut avoir. C'est ça, et en même temps, il y a un côté seinen pour tout ce qui est un petit peu politique, manipulation, intrigue, drama, que je mise beaucoup sur ça aussi. Donc ça sort un petit peu du lot en termes de shonen. C'est assez, alors, on va dire c'est assez original quand même comme univers, parce que là on est sur un post-apo, d'accord? Oui. Mais avec des cendres, et puis on a un ramoneur en plein milieu. Mais d'où ça devient en fait cette idée? Comment elle a germé? Est-ce que c'était justement au moment où tu faisais tes études en animalerie, après, encore avant? Voilà, d'où ça vient? Alors Achise, c'est un projet que je ne traînais absolument pas du tout derrière moi. Ah oui. C'est ça. Alors, en revenant encore un petit peu en arrière, j'ai proposé un projet, mon tout premier projet, qui du coup était vraiment focus sur le métier de femme de chambre, qui a été refusé. Et du coup, ils m'ont dit de revenir avec un projet moins ambitieux, genre pas un projet qui va faire 20 tomes. Ouais. C'est pour ça qu'il a été refusé et que j'étais un petit peu trop ancrée dedans. Et de revenir avec quelque chose de moins ambitieux, donc 5 tomes à peu près, et voilà quoi, histoire que ça me serve de tremplin quand je suis entrée dans le milieu du manga français, etc. Et je cherchais, du coup, je refaisais démarrer l'usine à scénario, que ça faisait longtemps. C'est difficile. Oui. De recréer un concept, de partir à zéro, alors que je traînais le projet qui a été refusé pendant des années. Donc ça faisait un petit peu mal de retomber à zéro. Et je me suis dit, j'aime parler des métiers, parce qu'il y a toujours de la matière à donner, à exploiter, à approfondir un sujet, etc. Et je voulais parler d'un métier qui se perd un petit peu actuellement, qu'on en entend de moins en moins parler et qui est de moins en moins indispensable. Et je me suis dit, tiens, par exemple, les ramoneurs, comment je pourrais les rendre indispensables? Et si je les plongeais dans un monde de cendres? Okay. Oh putain, je tiens quelque chose. J'étais en mode... Et c'est parti de là, mais vraiment de là. J'étais en mode, putain, je tiens un concept. Vas-y, du coup, ça va être un shonen, donc il faut apporter quelque chose de fantastique. On va mettre des monstres, et si on rajoutait... spoiler, je dirais rien. Donc, non, vous le saurez pas. Mais voilà, à la base, ça devait vraiment être un pur shonen power, genre un Ghostbusters avec des monstres de cendres. Mais dans le manga français, il existait déjà un projet de ce type-là. Et plus je me suis renseignée sur le potentiel du concept, du projet, et j'ai regardé Germinal, et je me suis dit, c'est clairement ça l'ambiance qu'il faut dans ce projet. C'est beaucoup plus dark, dramatique, etc., que le côté shonen power de l'amitié. Voilà, je voulais pas trop ça, et ça change complètement de ce que j'avais l'habitude de faire. Donc pour moi, Achille, c'est vraiment un challenge du tout au tout, que ce soit scénaristique, graphique,
Graphiquement, il me donne beaucoup de fil à retordre, mais c'est le kiff total. Ouais. Au final, mon style et ce projet-là, ils étaient faits pour se retrouver. Donc voilà. L'objectif après, donc, comme tu disais, c'est éventuellement donc, de faire 5 tomes. Et après, éventuellement, pourquoi pas reproposer ton projet sur les femmes, Oui. les femmes de chambre, c'est ça? Oui. C'est ça exactement. Oui, si ça passe, tant mieux. Si ça casse, tant pis. Mais c'est peut-être un projet auquel je me suis peut-être trop ancrée, où il y a trop de moi dedans. Okay. Mais je sais prendre des distances maintenant. Avec Achille, je sais ce que c'est de prendre des distances. Mais j'ai trop de distance avec celui-ci. Ah c'est oui. Vu que c'est pas un projet bébé que je traîne avec moi depuis longtemps, je suis quand même émotionnellement un petit peu plus en retrait. Parce que je m'y retrouve moins dedans que sur mon ancien projet où ça parlait vraiment de quelque chose que moi j'ai réellement vécu ou d'une activité que j'ai vraiment faite. D'accord. Donc il y a plus de moi à l'intérieur. Mais le problème, c'est qu'il y avait trop de moi à l'intérieur. Ouais. Et justement, avec cette expérience maintenant que tu as de Achise, est-ce qu'il y a des choses que tu reverrais sur le scénario Totalement. Si je pouvais refaire le tome 1, je le refais. Ah oui? Ah oui. Ah oui. Et je remarque qu'il y a des erreurs, que ce soit scénaristique ou même dans le dessin. Même des fois, le dessin, quand je le revois dans le tome 1, je suis en mode... ça pique les yeux, mon Dieu. Le tome 3 n'a rien à voir. Le level up, ça fait du bien. Il y a un moment, il faut progresser aussi. Et puis, oui, on ne peut pas toujours revenir sur ses œuvres sorties. C'est pas possible. Il y a un moment, faut lâcher son œuvre. C'est ça, il faut le laisser aller. Et quitte à ce qu'on puisse rectifier les tirs qui ont été manqués sur les tomes précédents, si ça peut être rattrapé, je vais essayer de le faire sur le tome 3, etc. Mais bon, le tome 1, c'est la base. Donc si la base est mal, entre guillemets, mal posée, rattraper les pots cassés est assez dur. Oui, complètement. Mais les gens ont très peu remarqué les pots cassés, donc moi ça me va. Très bien. Moi j'avance. Après, en tant qu'auteur, on voit les erreurs que nous on fait, et les autres ne le voient pas forcément. Enfin, après, moi je suis très tatilleuse sur mon propre travail. Forcément, on a beaucoup plus d'exigences. Voilà, moi je suis ultra exigeant envers moi-même, c'est horrible. Non, c'est bien, parce que ça permet aussi de s'améliorer, de progresser. Oui. Mais sinon... Et par rapport à ton projet du coup des femmes de chambre, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Je sais pas si tu es revenu dessus là récemment. Sur le concept du coup du projet, de ton projet annexe. C'est ça? Je referai tout. Ah oui, absolument. Je garderai le concept de Boniche des Enfers, qui est le titre actuel de ce projet-là. Donc Boniche qui va en enfer, parce qu'en enfer, c'est le meilleur endroit pour laver les choses. C'est pas faux. Et d'entretenir. Mais non, c'est juste la file scénaristique, le message qu'il y a derrière, comment c'est amené, pour que ce soit un projet court aussi, sans que je m'éparpille, que ce fasse 20 tomes. Moi-même, je ne me vois pas faire 20 tomes. Oui, c'est ça. Déjà 5, 6... C'est beaucoup de travail. C'est pas mal. donc voilà, puis souvent, le genre de projet qui font souvent 20 tomes, c'est des shonen. Enfin, il y a plein d'autres seinen shoujo qui font 20 tomes, mais dans ce genre de concept shonen, c'est souvent les scènes de bagarre qui font que le tome est long, que le projet est long. Et moi, j'étais une énorme mangeuse de shonen pur. Et je me suis calmée un petit peu entre temps. Parce que moi, ça me fatiguait un peu les scènes d'action qui traînaient en longueur. Ouais. Et que je voyais que quand j'avais fini mon tome, je posais le tome, j'étais en mode, il s'est presque rien passé en fait. Au niveau scénaristiquement, oui, il s'est passé ça, c'est super intéressant, mais j'ai attendu tant de mois pour au final avoir avancé à 2-3 pas et c'est tout quoi. Et ça me frustrait énormément. Et avec Achilles, étant donné que je n'ai que 5 tomes, je me suis dit, je préfère plus mettre en avant le scénario que les scènes de bagarre, ou vraiment travailler les scènes de bagarre pour que le scénario avance en même temps. Et ça, c'est compliqué. Et justement, est-ce que c'est une partie qui, pour toi, change dans le manga ou au contraire, on a toujours des mangas qui vont traîner en longueur en termes de... Je parle pour les shonen notamment. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu remarques sur les nouveautés? J'avouerai que les nouveautés shonen de ces 4 dernières années, je les ai pas lues. D'accord. Parce que j'arrive pas. Non, j'y arrive pas. J'ai essayé. Ah oui, genre Jujutsu Kaisen, Demon Slayer... Chainsaw Man ou plein d'autres. J'ai même Gachakuta, j'avais beaucoup d'espoir. J'ai commencé, j'ai fait, j'y arrive plus. Je préfère m'intéresser maintenant à des mangas un petit peu plus niche. Comme par exemple, niche entre guillemets, Atelier des sorciers n'est absolument pas niche, mais en termes de public cible, sort un peu plus du lot des gens qui adorent manger du shonen. Donc l'Atelier des sorciers, Arte, La Reine d'Égypte, Vinland Saga, qui n'est pas du tout niche.
Mais vraiment des choses un peu plus, entre guillemets, matures, historiques. Moi, j'adore tout ce qui est historique. Je bouffe que ça. C'est pas parce que je m'appelle le chevalier. Mais j'adore le Moyen-Âge aussi. Ok. Mais non, j'ai essayé de sortir un peu du cadre shonen pour vraiment élargir mes connaissances autres que le code shonen pur. D'accord. Donc c'est pour ça que bon, on le vend en tant que shonen. Et moi, je dis que mon projet, c'est un drama d'action. D'accord. Voilà. Et alors justement, au niveau de tes inspirations, quelles sont tes inspirations graphiques, scénaristiques? Tu disais un petit peu Germinal là pour Achilles, mais quelles sont tes autres inspirations, que ce soit en termes encore une fois graphiques ou scénaristiques? Alors, scénaristique, Germinal est le premier. Ok. Après, dans tout ce qui est organisation du lore du projet, donc comme j'ai expliqué, dystopique, etc., Hunger Games. Ok. Hunger Games. Les romans ou le... Juste vraiment le concept de base. Je ne suis pas tant intéressée scénaristiquement sur les personnages, vraiment sur le fonctionnement de... Alors, mon historique Google, lorsque j'ai créé Achilles, était vraiment incroyable. Mais même que peu importe les projets, par exemple l'autre projet qui était focus sur la démonologie, alors c'est pas mal, mais alors celui-ci, c'était comment dominer un peuple, comment soumettre une personne chaude. Ouais, alors il est question d'un dictateur, quoi. Mais Hunger Games répondait pas mal aux questions et aux problématiques que j'avais, donc diviser les gens pour éviter des révoltes, etc. Comment s'y prendre correctement. La pire façon qui soit, c'est de diviser les gens. Donc voilà, et tout ce qui est graphique, en soi, je prends un peu de tout ce qui me parle, etc. Mais vraiment, le manga bible de Achilles, c'est Drifting Dragon, chez Pika, qui est niche, qui n'est pas super connu, mais le dessin, c'est une énorme claque. J'ai découvert ce manga à un festival d'Angoulême 2022, avant que je signe. Et je cherchais juste un manga de référence pour les vêtements, les plis de vêtements traités en encre, dans l'ancrage, etc. Et je vois ce manga, je me dis, putain, mais ils sont presque la même tenue que mes Ramoneurs. Je me dis, mais c'est parfait, les plis de vêtements sont incroyables. Mais il n'y a pas que les plis de vêtements qui sont bien dans ce projet. En fait, les hachures, l'équilibre de noir et blanc, les textures, tout allait. Genre, il faut que Achilles soit ça. Je veux être cet auteur, je veux être cette personne. J'ai embrassé ce projet, c'est parfaitement ce qu'il me fallait. Sur le tome 1, c'était beaucoup ce projet-là. Sur le tome 2, graphiquement, sur les visages, c'est Blue Lock, un bon shonen de sport. Et sur le tome 3, alors le tome 3 c'est un mélange de tout. Et j'ai commencé un peu à lâcher un peu les références graphiques, parce que sinon on s'y perd trop. Le dessin a un écart des fois un peu trop énorme. Mais j'ai quoi sur le tome 3 là? Toujours un peu de Blue Lock. Ah, un manga pas du tout connu, c'est les chroniques de la mariée de Bretagne. Un truc médiéval. Historique, du coup, qui parle des traits de la Bretagne, de Richard Cœur de Lion, etc. Le dessin me va parfaitement. C'est très simplifié, les trames, pas trop de trames, pas mal d'équilibre de noir et blanc, les visages me font très bien. C'est ça, les lâcher comme j'aime. Donc voilà. En soi, j'ai pas une énorme liste de références en soi. Tu me disais tout à l'heure que tu es parti de zéro, absolument de zéro. Tu n'avais pas de réflexion depuis 20 ans, de ton enfance et autres. Du coup, même la question, c'est comment tu construis un univers comme ça de zéro? Tu pars de quoi? Du personnage? Tu pars du décor ou une idée centrale? Là, tu disais que tu pars des Ramoneurs, tu pars de cette idée-là. Et après, qu'est-ce qui se passe? Comment ça germe? Alors, je pense que tout le monde a une manière différente de travailler un concept. Alors, moi, je ne saurais même pas par quoi j'ai commencé déjà. Le concept de base. Après, j'ai pu chercher la problématique principale de l'histoire, qui est liée au héros. Donc, qu'est-ce que l'objectif et le fil rouge du héros? Et après, adapter tout ça autour de lui. Les obstacles qu'il aura, les arcs, les gros points scénaristiques pour lui. D'accord. Après, chacun à sa manière. Moi, c'était peut-être sûrement le bordel, comment je me suis organisée dans tout ça. Parce que le lore, c'était horrible. Créer tout ça, il faut vraiment tout rendre logique. Le tome 1 avec mes éditrices, on en a transpiré. Parce que le tome 1, c'est vraiment tout doit être parfait. Parce que c'est vraiment la mise en place de tout. Sur le tome 2 et le tome 3, j'ai eu plus de contrôle. Parce qu'une fois que la machine elle est lancée, scénaristiquement, ça va beaucoup mieux. Mais oui, la création de tout, rendre tout logique et après implanter le héros là-dedans, c'est bien. C'est comme quand on fait un jeu de rôle, un JDR, voilà, on a le lore déjà bien bâti et c'est là-dedans qu'on va créer notre héros. Voilà. Et s'il a un mur devant lui, c'est pas par le pouvoir du scénario, on va péter le mur. Non, qu'est-ce qu'il va faire pour passer à travers ce mur, ainsi de suite. Donc voilà. Mais il faut déjà que le lore, l'univers soit bien bâti
pour que le héros puisse s'adapter dedans. Parce que si on crée directement le héros, bah, c'est bien créer son fil rouge, mais si le fil rouge il est bloqué par le concept et la création de l'univers, ça pose des problèmes. Ça t'a pris à peu près combien de temps pour créer du coup cet univers, en tout cas ce lore, en tout cas les premières bases? Pour moi, je dirais que ça a été entre 4 et 5 mois, Ouais, parce qu'il faut monter le dossier d'édition en même temps, faire des pages, vraiment adopter le projet, donc prendre l'habitude de le dessiner régulièrement, etc. Moi, mon ressenti actuel maintenant, je dirais que ça s'est peut-être fait trop vite. J'ai pas encore eu le temps de m'habituer au projet, aux tenues, à le dessiner régulièrement. Qu'est-ce que j'ai fait des oublis dans le tome 1, les grappins que j'oubliais tout le temps avec mes éditrices en mode « Mais t'as encore une fois le grappin qui va est oublié là, le grappin, le blason, tout est où ?» J'oubliais tout. Maintenant, ça va quand même un petit peu mieux. De temps en temps, j'oublie le hérisson. En mode « Ah, pas qu'il a disparu !» Ah oui, merde. Ou elles l'ont pas vu et je remarque, je l'ai oublié. Mais rien n'est parfait au début. C'est vraiment, il faut s'adapter au projet, le prendre en main au fur et à mesure. Et ça a été un peu ça le tome 1, j'ai pris en main au fur et à mesure. Après, c'est pareil, c'est des oublis, tu en parles. Ça, je pense que de toute façon, dans toute œuvre, comme dans un roman, on va trouver des coquilles. Dans un manga, c'est humain. Bah, bien sûr, là, je regardais une interview de Robert Kirkman, donc l'auteur de Walking Dead, qui disait que des fois, en fait, il y a un des personnages, je dirais pas lequel, qui perd une main, pour éviter de spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. Mais voilà, en fait, dans l'œuvre, il y a des moments où en fait, il inverse les mains. Il s'est planté. Voilà, oui, il n'y a que les tatillons, ils vont faire exactement. C'est pas la bonne main. Mais bon, voilà, quand je me dis que ces genres de personnes qui tirent des exemplaires monstrueux font des erreurs, ça relativise un petit peu sur nos propres erreurs. Oui, voilà, l'erreur est humaine. Hein. Exactement. Voilà, c'est au contraire, faut en rire. Exactement. Il faut en rire. Tu me parlais du monstre de cendre, voilà, dans ton œuvre. Il a une place particulière dans ton univers. C'est quoi la symbolique que tu apportes? C'est tout le début de l'intrigue. C'est vraiment le commencement de tout et comment ils en sont arrivés là à ce qu'il y ait un monstre. C'est vraiment le début de l'interrogation plus. C'est les indices sur indice. Mais la symbolique du monstre en soi, c'est... Ah, je peux pas le dire. Parce que ça spoilerait trop. Ah mince. Non. Ça spoilerait trop. Il y a une symbolique pour toi personnellement ou c'est juste... C'est des choses d'actualité. D'accord. Pas personnellement, mais ça pourrait potentiellement un jour peut-être nous arriver ce genre de truc. Donc, ça tease quand même pas mal. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on part comme ça sur on va dire des antagonistes, ça n'a pas toujours forcément une symbolique, ou en tout cas, il leur faut des fois un caractère assez fort. Donc là si tu en plus ils mêlent un peu d'actualité, généralement ça attire forcément. Oui, voilà, les antagonistes. Moi, j'aime bien les antagonistes. C'est vrai. Parce que ce sont des gens comme nous en soi. Et ils sont méchants, mais ils sont méchants pas parce qu'ils sont méchants. C'est quand ils ont vécu des choses qui les ont amenés à devenir comme ça, et que pour eux, c'est la bonne solution. Et ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un point de vue différent par rapport à celle du héros et qui se confrontent. Finalement, on retourne un petit peu le méchant c'est un anti-héros, mais c'est un héros pour lui-même. D'accord. C'est le contre-reflet du héros. Mais c'est bien, c'est les choix qu'on fait, c'est juste les conséquences des choix qu'on fait, et ce qui nous paraît juste pour nous, et les durs choix qu'on doit faire pour améliorer aussi. Des fois, il faut prendre des choix durs. Et puis, alors, ça, c'est quelque chose qui est assez, je trouve, d'actualité. Là, justement, encore une fois, je regarde un autre reportage. J'aime bien les reportages. Mais du coup, qui expliquait justement, quand on revient dans les années 90, 80, il y a des antagonistes, ils sont méchants. Méchants pour être méchants. Ils sont méchants pour être méchants. Scar, il veut devenir roi. Oui, mais il y a toujours Maléfique. Un petit lore derrière qu'ils ont développé au fur et à mesure des années. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ce que disait justement le reportage, c'est qu'aujourd'hui, on justifie en fait tout ça. Maléfique, on prend Maléfique par exemple. Elle était méchante. Point barre. Aujourd'hui, on essaie de justifier un petit peu. Alors certains critiquent un petit peu le fait que justement le fait de devoir justifier un peu humaniser un peu les méchants. Voilà, humaniser un peu les méchants, ça peut être dangereux, ou enfin pas dangereux, mais en tout cas leur donner des raisons de leur action. Voilà, c'est ça. Le méchant originel, qu'ils n'ont pas donné de raison à sa méchanceté, Freezer dans Dragon Ball. Alors lui, c'est le méchant originel. C'est vraiment l'enfoiré de première classe. Quoi. Il va peut-être falloir qu'on trouve une justification alors. Je crois qu'il n'y en a pas, à part que c'est le fils à papa qui a toujours été dans l'éducation de la domination, point barre. Le dictateur en puissance. Et comme on voit par exemple avec Thanos, alors c'est vrai que ça leur donne plus de puissance, moi je trouve. Mais Thanos, c'est exactement ça aussi. C'est pareil, c'est des sacrifices pour un bien commun. Voilà, alors qu'à la base, Thanos, les premiers comics, quand il prend le gant de l'infinité,
Voilà, c'est juste pour... Voilà, Jamais parce que j'ai envie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est intéressant aussi aujourd'hui de voir un peu cette influence et puis cette modification qui se fait au cours d'œuvre, ce qui fait qu'on n'a plus des œuvres qui ressemblent à celles d'il y a 40 ans. Ça donne plus de profondeur, en tout Exactement. cas, au projet. Ouais, ouais. Et du coup, moi, je voudrais revenir un peu sur la création. Ouais. Est-ce que tu as un petit rituel, un petit chat t'arrive, tu prends un petit thé d'abord, ou un café, tu t'installes, petite musique d'ambiance, ou pas du tout, c'est un peu rock'n'roll? Je dirais que mes journées se ressemblent toutes. C'est vrai. C'est triste. Hein. Je me fais pas gaffe à quel jour on est. Hein. C'est mes frères et sœurs et mes parents qui me font rendre compte. Ah, on est déjà samedi. Ah bah oui, ils sont pas à l'école. Là. C'est vrai. Ah, on est mercredi parce qu'ils rentrent cet après-midi. Ah putain, on est déjà mercredi. Ah ouais. Ah, mes éditeurs ne répondent pas parce qu'on est le week-end. Ah, c'est vrai. C'est vrai que c'est mieux quand même. J'aime pas le week-end. Mais moi, mes journées, elles se ressemblent toutes. Du coup, je me lève 7h30. En fait, je me suis toujours donné un rythme de bureau. Ouais. Parce que j'ai grandi depuis mes 17 ans en femme de ménage. Donc vraiment, moi, c'est tout bien organisé comme ça. À 7h30, je me lève. 8h, j'ai fini de manger, me brosser les dents, etc. J'ai au moins une petite trentaine de minutes, 1 heure pour me décontracter un peu le matin, tranquillou, regarder des vidéos YouTube ou je ne sais quoi, lire des mangas, ainsi de suite. Et après, on enchaîne boulot jusqu'à au moins midi et demi, voire 13h. Là-dessus, je m'arrête quand j'ai fini la tâche que je suis sur actuellement, que ce soit une page de crayonné, ancrage, etc. Je me donne environ 30 à 1 heure de pause, manger, etc. Donc je bouffe, je joue avec le chien, histoire de dire je prends l'air. J'ai une activité physique, je joue avec le chien dehors. Et après, j'y retourne jusqu'au moins 19h. Ok, 19h. Donc c'est au moins 9-10 heures par jour. Et de toute façon, après 19h, mon cerveau n'est plus en mode de travail, parce que c'est là où mon éducation... de femme de ménage ou etc. Bon, encore, une femme de ménage finissait souvent à 15h. C'était un bon plan quand même. Ouais, mais les débuts de journée devaient être costauds aussi. Mais on n'avait pas de pause midi. On n'avait pas de pause midi. Je mangeais mon petit sandwich tout pourri. Mais voilà, c'est horaire de bureau pour vraiment séparer le boulot et la maison, parce que moi je suis une hardcore du boulot. Okay. Si je ne pose pas dans la journée, je déprime. Ah oui, à ce point-là. Si je n'ai pas d'objectif dans ma journée, mais tu peux jouer, profites-en pour jouer ou te détendre, non. La journée est faite pour qu'on travaille. Si je ne peux pas travailler, je déprime. C'est comme si on empêchait un husky de courir. C'est ça. Il déprime, il va pas bien. Donc voilà. Alors, je vais revenir rapidement là, sur ton école. Ouais. Donc là, c'est là que tu as appris les bases, tes bases en tout cas de dessin dans le manga. Est-ce que tu avais déjà un petit peu avant appris à dessiner en autodidacte, forcément? Ouais. Un petit peu, oui, même si ça dépassait rarement le bassin. C'est vrai à ce point-là? Oui, des personnages dessinés en entier, c'est notre némésis quand on débute. Ah oui. Les proportions, ça fait mal aux yeux au début. Et est-ce que justement vous avez un petit peu appris les codes donc manga japonais? Ouais. Très voilà. Est-ce qu'il y a aussi un peu d'influence bande dessinée franco-belge ou... On pourrait, mais ça nous servirait pas tant que ça. Ouais, parce que le code, après maintenant la BD a beaucoup évolué aussi sur la manière du découpage, scénario, etc. Mais vraiment le code scénaristique, découpage du manga est très particulière et a vraiment son code à soi, que ce soit sur les plans. On nous a beaucoup fait étudier les films, les plans de caméra, etc. pour le storyboard, ainsi de suite. Ah, oui. Donc vraiment donner une signification à chaque plan qu'on fait. Pourquoi tu as fait ce plan? Pourquoi elle a cette taille, cette case, etc. La justification de chaque élément dans la page est importante. Et en même temps, il faut jouer avec le jeu du regard pour que la lecture soit fluide, que ça ne nous casse pas dans la lecture, que tout soit bien amené. Mais vraiment, c'est minimaliste, quoi. C'est vraiment, tout est calculé. Des fois, on lâche un peu de prise, mais faut vraiment que le lecteur, quand il lise super vite. C'est souvent ça le manga, c'est que la lecture, elle doit être super rapide. Ouais. Et pour toi, ça a été vraiment essentiel, cette école, cet apprentissage? On peut clairement être édité sans passer par une école. C'est juste que moi, j'avais besoin d'avoir du coaching. Vraiment, qu'on me donne un objectif, qu'on me donne tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, débute. Et pour vraiment level up et toucher davantage de modules, de styles différents et progresser davantage. Moi, ça m'a énormément servi. Il y en a, ils ne vont pas forcément apprécier qu'on leur donne des trucs à donner avec une deadline ultra serrée du cul. Ok, t'as une illustration, t'as 3 illustrations à me faire pour une carte Magic, tu me les rends dans 3 jours. Alors qu'on est vraiment... Moi, j'étais débutante sur la couleur, j'étais en mode...
Mais vraiment, ils nous mettaient vraiment en situation professionnelle. Et des fois, vers les dernières années, ils nous donnaient un objectif en cours d'illustration ou de projet. Ce qui était vraiment très sympa, c'est qu'on nous mettait vraiment comme si on était illustrateur dans une boîte en particulier, comme par exemple les cartes Magic. Le plus beau travail de toute ma vie, mais je ne referai plus jamais ça. Ah ouais, c'est pas 20 heures sur une colorisation, j'ai fait « Ouais, non, c'est beau, mais je le ferai pas. » C'est bien le noir et blanc. Ouais, moi, non, la couleur, la colorisation digitale, n'en parlons pas, le traumatisme. Mais vraiment, on nous mettait vraiment dans l'ambiance, dans les conditions. Et même dans les cours de manga, qui est maintenant la mangaka, qui était prof dans cette école, est devenue une grande amie. Et elle m'a beaucoup appris, que ce soit sur les codes, sur la manière de narrer différents genres, que ce soit le shonen, le shoujo, etc. J'ai essayé de faire du shoujo, c'était une catastrophe. Ah. Oh, c'était une énorme en termes de purge. scénario, en termes de... Scénario, c'était une purge. Ah d'accord. C'était vraiment horrible. C'était vraiment pas un shoujo. C'était un shoujo avec des airs de shonen. Bon, après, ça peut passer, hein, mais c'était vraiment pas terrible. J'ai essayé au moins. C'est qu'on peut essayer. Si on est là pour essayer, on se casse la gueule, c'est pas grave, mais on a essayé. Pas, faut toujours rester dans notre zone de confort, tout simplement. C'est ça. Et vraiment de s'intéresser à d'autres styles de projets, vraiment être curieux. Et ça, c'est ce qui est le plus important dans ce métier, c'est d'être curieux. Ouais. De bouffer autant ce que l'on aime, bien évidemment, pour s'enrichir davantage, etc. Si tu devais choisir là, justement, par rapport à ton style narratif, 3 mots qu'il décrirait. Oh lâche. J'adore poser ce genre de questions. Ouais, rien qui me vient là. 3 mots pour décrire ton style narratif, que ce soit en termes graphiques ou scénaristiques. Dramatique. Dramatique. Émotif. Ah. J'adore les émotions. J'adore tout ce qui est donné. C'est ce qui m'a fait adorer le manga. C'est de retranscrire des émotions plus. Alors comment tu fais ça justement? Parce que sur un roman encore, on emploie les mots qu'il faut, voilà, on le décrit, on le montre. Sur un manga, comment ça se passe? Tu peux pas me répéter la question parce que je suis en train de penser au 3e mot là. Comment ça se passe justement pour retranscrire des émotions plus comme tu dis? Le code fort du manga, c'est le visage. Ouais. C'est axé énormément sur zoomer le visage, ou pas forcément, c'est aussi les codes cinématographiques. Comme par exemple, je vais vous donner une scène au pif, non, on va pas spoiler celle-ci, mais une grosse zone de solitude où un personnage qui vient d'apprendre une nouvelle extrêmement grave et perturbante. Par exemple, au lieu de zoomer sur un visage, on va dézoomer le plan, créer un énorme vide, et mettre le personnage en tout petit. Par exemple, on va dire que ça, c'est la case. Et le perso, vraiment, il fait même pas un tiers de cette case. D'accord. Et on met la grosse bulle, un tel truc. Okay. Et ça crée vraiment une espèce de écho et une zone d'isolement et de solitude d'un seul coup. C'est vraiment, on peut apporter une émotion de tant de manières, mais c'est tellement subtil. Sur pas grand-chose. J'avais fait une masterclass dans mon ancienne école sur les intentions dans les cases. Je leur montrais différentes manières et à chaque fois, ça me faisait un peu une petite satisfaction personnelle en mode oh waouh, mais ça change tout. Ouais. Sur une case qu'ils ont faite, j'ai juste apporté soit une trame supplémentaire, j'ai rajouté du noir, j'ai juste réduit le personnage ou augmenté le perso. Il suffit vraiment de pas grand-chose, mais c'est cette force, cette manipulation des émotions qu'on peut donner aux gens que je ne retrouvais pas dans la BD. En fait, quand je lisais le manga, quand j'étais petite, quand je lisais un manga, j'avais vraiment l'impression de regarder un film. D'accord. C'est vraiment les mêmes plans, les mêmes codes, le même rythme, les mêmes retranscriptions d'émotions. Moi, j'ai adoré ça. J'ai surkiffé. Et moi, donner des émotions, c'est si la personne elle a ressenti des trucs en lisant Achise, moi je me dis j'ai accompli mon devoir. C'est ça, voilà. L'objectif. Et normalement, vous devrez ressentir plusieurs émotions diverses et variées dans Achise, normalement. Surtout à la fin. Enfin, du tome 1 Du tome 1. Ah. Et dans tous les tomes, de toute manière. Hein. Le tome 1, ce n'est que le début des emmerdes. Alors, le tome 2, accrochez-vous, le tome 3 également, et tous les autres tomes. Alors, justement, je reviens sur la sortie du tome 1. C'est bien, j'ai esquivé le 3e mot. T'as esquivé le 3e mot, mais t'inquiète pas, je finirai par l'avoir, le fin mot. Ouais. Il est sorti le 16 mai, tu m'as dit? Ouais. C'est ça. À 4 jours de mon anniversaire. Ah, en plus. C'était pas une bonne date. À ce point-là? J'ai jamais autant que ce ne soit pas mon anniversaire ce jour-là. Quoi. Mon anniversaire, j'étais en mode joyeux anniversaire. Allez, je retourne travailler. Ah oui, parce que là, fallait que ça sorte. Oui, parce que je revenais de dédicace. Parce que le jour de la sortie, j'étais partie en dédicace à Nancy. Je revenais le lundi. Le mardi, c'était mon anniv. Je voulais qu'une chose, c'était de retourner au boulot parce que j'avais une remontage de jauge, de motivation avec les gens, les compliments, etc.
Moi, je m'en foutais de mon anniversaire, en fait. Moi, je voulais juste retourner travailler et avancer sur le tome parce que je savais rebooster la machine. C'est ça que tu as ressenti quand il est sorti la première fois. Qu'est-ce que ça fait d'avoir son projet enfin dit, et puis chez Ankama en plus. Moi, en toute honnêteté, ça m'a pas. Je pensais ressentir énormément de choses et quand je l'ai eu entre les mains, j'ai pas été en explosion de joie. J'étais un peu triste moi-même. J'étais en mode, putain, mais t'es dégueulasse envers toi-même, Stéphanie. Mais sois heureuse, merde. J'étais en mode, ouais, bon. Mais c'est juste de le voir imprimé. J'étais en mode, putain, ça rend encore mieux sur papier que sur mon iPad. C'est tout. Ah ouais, vraiment pas plus. Mais en fait. J'ai fait une petite magouille sur la couve. En fait, j'avais déjà pré-imprimé ma couverture et mis sur un tome et il trônait comme ça à côté de moi. Donc j'avais déjà l'habitude de voir Achise, enfin une fausse couverture de Achise. Donc quand je l'ai vu en vrai, j'avais déjà l'habitude de voir ma couverture en version imprimée. Donc je me suis un petit peu gâché le plaisir, mais en même temps, il fallait que je connaisse, que je vois les proportions sur les couvertures, ce que ça donnait, etc. Voilà quoi. D'accord. Mon amour du contrôle. Ouais. Tu bosses sur le tome 2. Le tome 2 est déjà fini. Et du coup, là, il sort bientôt. Il est annoncé en janvier 2026. 2026. Je n'ai pas de date précise, mais ça a été annoncé en janvier. Je pense qu'ils veulent que ça soit pour le festival d'Angoulême, qu'il soit sorti peut-être avant ou vraiment le jour du festival. Je n'en sais rien du tout. Faudrait que je leur pose la question un jour. Mais voilà, en janvier, normalement fin janvier. Et le tome 3, que je suis actuellement en train de bosser dessus et je suis à peu près à la moitié de sa production, il va sortir en octobre. Octobre. Normalement, on m'a parlé d'octobre, pour moi qui est une bonne date, octobre, pour un tome 3. Donc je me dis, c'est en fonction de quand est-ce que je vais le terminer. Mais que très pas si je faiblis, il sera fini à temps. C'est quoi la deadline ? Je sais pas. Je sais pas, au début je leur ai parlé de juin et ils m'ont répondu en mode, on va en reparler. Ah oui. Mais à l'heure actuelle, maintenant je dirais plutôt février. Ah oui. Donc, février, tranquille. Tranquille. C'est là. Tranquille. C'est là. Alors, moi, comme je suis un bulldozer de travail, moi j'enchaîne. C'est quoi les retours que tu as eu sur le tome 1 du coup ? Eh ben, en vrai, je suis quelqu'un d'assez. Je suis pas pessimiste, je suis réaliste. Ouais. Je m'attends à rien sur ce projet. Parce que je sors de nulle part de base, donc je suis une petite autrice qui a une petite communauté et qui doit se forger toute seule. Donc je sais très bien que ça va pas être un blockbuster, que ça va pas faire des chiffres de vente extraordinaires. Je ne voulais juste pas que ça floppe, je ne sais pas. Les retours actuellement m'ont étonnamment surprise, parce que j'avais beaucoup, après ça a beaucoup, pendant 3 ans sur ce tome 1, ça a beaucoup magouillé dans ma tête en mode et si ils aiment pas, et si ils aiment pas, et le et si. Ce que je vois et qu'au final les gens n'ont pas du tout tenu en rigueur, ce que moi je pensais que ça allait pas. Ils n'ont pas du tout tenu ça en compte, j'étais en mode ouf. Mais non, les retours, franchement j'étais vachement contente. J'étais en mode ah ouais, mais ils ont vachement apprécié ça. Enfin, ça m'a rassurée. Ça m'a étonnamment rassurée. Je continue à m'attendre à rien, mais ça m'a quand même remonté ma jauge d'optimisme, qui est assez basse. Mais moi, ça me fait du bien. Ça m'a fait du bien, en tout cas, d'avoir des retours, que ça faisait 3 ans que je bossais sur ce tome 1 et ce tome 2. Moi, ça fait du bien d'avoir un retour lecteur. Et vraiment que les gens, ils étaient vraiment à fond et investis dedans. Que même un petit bout de chou de 9 ans, il a surkiffé, et limite il aurait pu me faire un exposé de Achise, il l'aurait fait. Ah oui. Mais pourtant que c'est un projet qui est conseillé vers les 12 ans, au minimum, parce que ça parle quand même de manipulation ouvrière, un peu de politique dedans, ça blablate un peu. Alors les gamins, on les détache un peu rapidement dans ce genre de trucs. Mais non, même les bouts de chou de 9 ans, j'étais en mode waouh, comme quoi. Et j'initie beaucoup de parents avec le manga. Quand je leur dis un germinal fantastique, ils m'ont dit ah ouais, tu me le passeras un petit peu, je lirai. Donc voilà. Ça passe plus facilement quand on parle des choses, des références un peu plus. C'est ça. Et si on me pose la question des chiffres de vente, je n'en sais rien et je ne veux pas savoir. Ah oui ? Oui, parce que je n'ai pas envie d'être influencée sur des chiffres. D'accord. C'est-à-dire que si ça marche, on peut me le dire, mais si ça marche pas, je veux pas le savoir en fait. Ah ouais. En fait, je me connais que trop bien et ça découragerait de ouf. Et moi, je veux juste pas être influencée. Je veux rester dans mon mood actuel, dans mon même état d'esprit. J'avance, je trace. Il n'y a pas un côté un peu stress en te disant bien sûr, je fais ça pour rien. Bien sûr, c'est pour ça. En fait, je suis dans le déni, tout simplement. Je suis juste dans le déni. Je fais ça en mode non, c'est juste parce que j'ai envie de rester dans le même état d'esprit. Non, je fais l'option autruche. Là, j'entends rien. En plus, je l'ai dit suffisamment fort aux gens, au public à Japan Expo. Il y a mon éditrice qui était pas loin en mode non, je veux pas savoir les chiffres. Pas du tout. De toute façon, un jour, il va falloir que je le sache. Bien sûr. Mais si on me dit, il y a une réimpression, alors là, c'est le bonheur. Ouais.
Ça sera le Saint Graal. Il y a une réimpression, ça veut dire que ça marche plutôt bien. C'est ça. Mais bon, l'objectif, c'est tant qu'Ankama n'est pas déçu par les chiffres, c'est le principal. Je ne sais pas, j'ai pas envie de le savoir. On revient à la même. On revient en boucle. Une fois que ça sera terminé, ce serait quoi éventuellement pour toi le projet? Tu repartirais vraiment sur j'ai oublié le titre que tu l'autre projet de la Boniche des Enfers. Oui, c'est mon projet, mon bébé. Parce que déjà, de 1, ça parle de mon ancien projet, donc je m'identifie davantage dedans, il me tient plus à cœur. Et il y a quelque chose que j'adore beaucoup, qu'il n'y a pas dans Ashes. Ce sont des dinosaures. C'est vrai? J'adore les dinosaures. Pour moi, il y a un potentiel dans les dinos. On peut les foutre partout, ça passerait, sauf dans Ashes. Mais c'est un univers que tu aimerais explorer éventuellement? Oui. À la Jurassic Park ou pas du tout. Pas du tout. Non, moi ça m'a. Jurassic Park parce que c'était vraiment le message de base du dinosaure dangereux. C'est un film d'horreur en même temps et d'aventure. Mais moi, je voulais plutôt faire comme dans Dinotopia. Je ne sais pas si ça te parle. C'est vraiment un univers. Très vieille référence. Une très vieille référence avec le hardbook de James Gurney qui est incroyable. Mais vraiment de apprendre à s'entendre entre nous, de rendre les gens utiles l'un envers l'autre, le troc, mais voilà, que chacun peut apporter quelque chose à l'autre. D'accord. Et que les dinosaures sont juste des animaux, donc en soi ils sont méchants si on les emmerde. Ouais, c'est ça. Ils sont un peu gros aussi. Ils sont un petit peu imposants quand même. Mais ce ne sera pas un énorme point à aborder dans la Boniche, mais c'est juste qu'ils seront là et moi juste dessiner des dinos, moi je suis heureuse. Ouais. D'accord, ce serait vraiment le kiff. Oui, voilà. Mais je reviendrai les embêter avec. Alors pour finir, tu donnerais quoi comme conseil à une personne qui débute justement ou qui, en découvrant Ashes, s'est dit ouais, moi je veux faire pareil. Alors, pour les futurs auteurs en herbe de manga ou même de quoi que ce soit, soyez curieux, soyez très très curieux, bouffez du dessin, de tout, référencez-vous. C'est quand même important parce que quand on dessine quelque chose, c'est quelque chose qu'on a vu. Mais rien ne vient de là. Moi, je continue moi-même de me référencer. Par exemple, les mains. Les mains est quelque chose d'extrêmement complexe, chiant, et très expressif. Les mains, c'est très expressif aussi. Comme rien, là que je fais ça, on peut s'exprimer avec les mains. Et être patient. Ouais. Parce que le métier d'auteur et être édité, faut prendre son mal en patience. On va, comme moi, je me suis mangé des noms. Mon projet bébé s'est mangé un nom. Mais c'est pas parce qu'on a un nom qu'il faut tout arrêter. Bon, en effet, on va avoir un petit moment de déprime, de remise en question, etc. De toute façon, la remise en question est quelque chose de très quotidien chez les artistes. L'émotion, c'est éclaté au sol, notre courbe émotionnelle, catastrophique. Et voilà, juste être patient, que ce soit en toute chose. Donc, pour avoir un contrat, la réponse des éditeurs pour nous, les auteurs, parce que c'est d'avoir une réponse d'un éditeur sur notre dossier d'édition, ça peut être long et rapide. Faut juste prendre son mal en patience et dessiner tout le temps, des choses différentes, être curieuse, s'enrichir de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude pour approfondir, que ce soit notre style scénaristique, graphique, etc. Non, je ne donnerai pas le troisième mot. Ce troisième mot, je l'aurai de toute façon. Alors, j'avais dit quoi? Dramatique, émotionnel et j'ai trop de mots qui me viennent d'un seul coup là. Déstabilisant. Ah ouais, à ce moment-là. Ça va, petite dose. D'accord. Les bons cliffhangers qui surprennent. C'est ça. Voilà. Ce qui fait une bonne œuvre et qui donne envie en tout cas de tourner la page. C'est ça. Eh ben écoute, merci Stéphanie de t'être prêtée au jeu de l'interview. On retrouve donc Ashes à Book & Geek tout le week-end. C'est ça. Et également dans toutes les librairies. Librairie, grande distribution, Fnac, Cultura, etc. Et on découvrira le tome 2 au mois de janvier. C'est ça. Merci en tout cas. Merci à toi.